Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amaury Toncadex, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale. Il est actuellement dans la description de ce live, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch. Ou alors vous nous écrivez directement à l'ancienne par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, ou vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, plus on pourra vous aider et ensuite on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Vous êtes nombreux à vouloir investir en bourse et de plus en plus jeunes. Quelles actions acheter quand on débute, quels ETF, quels sont les secteurs de demain ou au contraire ceux à éviter. Et puis des produits financiers à rendement garanti et connus à l'avance. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Comment l'indice MSCI World pourrait réagir si les États-Unis perdent leur place de leader? L'effet de levier, souvent déconseillé. Mais si on a une conviction sur un actif, est-ce qu'on pourrait quand même y aller? Est-ce que ça pourrait être une bonne idée pour booster un petit peu son patrimoine? L'industrie automobile, ça va pas, mais est-ce vraiment la fin? La croissance mondiale, elle, va-t-elle vraiment ralentir dans les années à venir? En tout cas, c'est ce que pense Jean-Marc Jancovici et plein d'autres questions. Continuez à nous écrire en live. Bref, comment orienter vos investissements d'une manière générale? Et puis bien sûr, un point sur l'actualité qui a un rapport direct avec votre argent, les 4 choses à surveiller aujourd'hui absolument en tant qu'investisseur. Pour ça, les meilleurs sont venus nous répondre. Elle a passé plus de 26 ans sur les marchés actions. D'abord analyste sur les minières chez Morgan Stanley. Elle a ensuite été une des chevilles ouvrières de Comgest, une des plus grosses sociétés de gestion de la place parisienne, puisqu'elle y a développé le pôle action international et plus particulièrement le fonds Comgest Monde, le fonds Comgest, oui c'est ça, pendant 20 ans. Et puis après, elle a fondé Pickmal Houghton Investment, société de gestion qui gère qu'un seul fonds, uniquement avec des actions internationales. Elle peut donc vous parler des actions du monde entier. La bourse n'a aucun secret pour elle. Alors lâchez-vous dans les questions. Céline Pickmal-Prade est avec nous. Salut Céline. Salut et merci d'être présente aujourd'hui et de pouvoir vous parler. Bah écoute, on est ravis. On a plein de questions pour toi. Donc tu es présidente et fondatrice de Pickmal Houghton Investment. S'il ne peut pas prédire exactement le contenu de la prochaine déclaration de Donald Trump, et je suis déçu parce que ça fait des semaines que je cherche un profil comme ça pour se mettre dans la tête de Donald Trump et je suis pas seul. Et puis pour l'instant on trouve pas. Donc si vous avez, surtout écrivez-nous. Mais il peut en revanche assembler un PC. Et ça peut nous intéresser. On va te présenter au pôle IT. Bon, après des études de droit à une école de commerce. Tiens, c'est drôle comme moi. Et puis c'est marrant parce qu'on a fait la même école. Il a commencé sa carrière en 2003 en vendant des warrants. Dit-on, faut vraiment publier warrants, pas warrants. Comme les options, pas les lézards, me dit-il, et d'autres dérivés chez Commerzbank. Et puis rattrapé par la fièvre de l'entrepreneuriat, il crée en 2013 Marini Capital, un courtier en produits structurés actifs dans toute l'Europe. Si vous avez des questions sur les marchés actions et dérivés et macroéconomie, c'est l'homme qu'il vous faut. Et puis si vous avez des problèmes de PC aussi, bien évidemment. Voilà, Thomas Fonsgrive est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Voilà, tu es directeur général et fondateur de Marini Capital, donc. Je vous ai demandé, ou alors peut-être très rapidement, j'ai présenté Pickmal Houghton Investment. Tu peux peut-être nous dire, Céline, rapidement, c'est quoi cette société? Qu'est-ce que tu y fais? L'idée, c'est qu'effectivement, si on veut créer on va en parler tout à l'heure plus en profondeur, mais si on veut créer de la valeur pour nous sur les marchés financiers, il faut être très concentré, très appliqué, sélectionner des sociétés en ayant une approche de long terme. Et donc c'est l'idée qu'on a mise en place avec cette société de gestion, et comme on voulait être totalement aligné avec nos clients, on a créé une société avec un seul fonds, ce qui veut dire que si notre fonds ne fonctionne pas, on est tous dans le bateau de nos clients, donc dans ce cas-là la société ne fonctionnera pas non plus. C'est clair. Donc voilà, c'est clair, c'est simple, un seul fonds, une seule approche et une seule équipe. Ça tombe bien, on aime bien ça dans la Martingale, et donc spécialisé fonds action internationale. Tout à fait. Voilà. Thomas, Marini Capital, qu'est-ce que vous faites là-bas? On fait plein de choses. On fait des produits structurés en fait. On a une activité de conseil et de courtage en produits financiers auprès d'une clientèle professionnelle. Donc ça va aller de l'assureur au gérant de fortune, à la banque privée, jusqu'à monsieur tout le monde. Bon, très bien, et restez avec nous, même si vous ne savez pas ce qu'est un produit structuré, parce qu'on va en parler tout à l'heure. On ne parlera pas que de produits structurés, mais non. Ça peut éventuellement être intéressant pour vous les particuliers. On a eu beaucoup de questions là-dessus, donc restez avec nous. D'abord, je vous ai demandé 2 choses
à surveiller tous les deux, absolument à surveiller. Voilà, vous mettez dans l'impôt des investisseurs. De toute façon, vous êtes des investisseurs. Et là, je vous ai demandé 2 trucs à surveiller pour vous qu'il faut absolument checker pour suivre tout simplement l'évolution de son portefeuille, de son argent. Céline, on va commencer par toi. Pour toi, c'est les banques centrales qu'il faut surveiller. Et tu nous dis, il ne faut pas aller contre les flux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il faut surveiller là dans les banques centrales qui ont entamé pour la plupart un cycle de baisse de taux? Alors, ce qui est très important pour les investisseurs, c'est qu'il ne faut pas aller contre la vague. Donc, quand quand on regarde l'océan, il y a des marées qui montent et qui descendent. Et bien, sur les marchés, c'est pareil. Donc, il ne faut pas aller contre le sens du marché. Et l'indicateur principal pour ça, c'est la liquidité qui va être investie sur le marché par les banques centrales. Et ça, il faut y être très attentif parce que si vous allez contre, vous pouvez perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que, imaginons que vous vous dites que tiens, le marché va baisser, mais vous avez une banque centrale qui injecte de l'argent, vous risquez de vous trouver à l'inverse du marché qui va rebondir. Donc ça, il faut y être très attentif. Et à l'inverse, quand on a une liquidité qui s'en va, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en langage un peu plus poussé un credit crunch, des taux d'intérêt qui montent et moins d'argent, mécaniquement, vous allez avoir des marchés qui vont baisser ou qui ne vont pas être tenus. Donc ça, il faut le regarder. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant par rapport à cet indicateur-là, c'est qu'on a en effet un environnement où on a la marée qui se retire aux États-Unis, avec une liquidité qui est plus difficile à trouver, des taux qui sont élevés, et à l'inverse, on a d'autres zones géographiques où on a de la liquidité qui est injectée. Et là, on est plutôt sur le continent européen et sur l'Asie, avec la Chine qui est en déflation et qui peut en mettre de la liquidité dans le système. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est important pour des investisseurs, c'est de vraiment faire attention à ça et surtout, n'allez pas contre. C'est mon conseil. C'est n'essayez pas de faire les malins et de se dire, tiens, peut-être que cette fois-ci, ça sera différent. La grande leçon que j'ai retenue sur les marchés, c'est qu'il ne faut pas essayer de jouer contre le marché quand il y a un indicateur comme ça qui est contre vous. Et 26 ans de marché-action, écoutez un petit peu ce que dit Céline. Thomas, tu peux intervenir évidemment quand tu veux. Juste pour résumer, pour mettre dans le contexte un petit peu, en gros, ce que tu nous dis, Céline, c'est voilà, il faut regarder un petit peu les taux des banques centrales, dans quel cycle de taux on est, si ça monte, si ça baisse. D'une manière générale, plus ça baisse, plus c'est favorable pour les actifs risqués, donc plutôt favorable pour la bourse. Et quand ça monte, en général, c'est pas très favorable aux actifs risqués, donc il vaut mieux aller sur d'autres actifs. Et tu nous dis justement de ne pas jouer contre ça. Voilà. Et si on a un cycle de baisse, a priori, il faut plutôt racheter. Je sais pas, là, c'est peut-être un peu trop simpliste de dire ça. Mais voilà, si en tout cas, on arrive dans un cycle de hausse de taux, faut peut-être un petit peu se retirer du marché pour quelques temps. Tu es d'accord avec ça, Thomas ? Oui. Après, c'est très difficile à appliquer au jour le jour parce que c'est des temps qui sont très différents. Un investisseur action, il va regarder le marché action d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, très souvent. Le temps d'une banque centrale, c'est pas du tout ce temps-là. Le temps d'une banque centrale, c'est 2 ans, 3 ans, et la mesure de l'inflation. Alors, du coup, après, on se recoupe sur ce qu'on trouve important et ce qu'on doit suivre en ce moment. Je pense que c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Ça l'est probablement un peu moins en Europe aujourd'hui. Le sujet de l'inflation et des anticipations d'inflation et leur impact sur les politiques à venir des banques centrales doivent être au cœur des préoccupations des investisseurs, actions, obligations, quelles qu'elles soient. Justement, allons-y, parce que toi, Thomas, tu nous parlais de l'indice des prix à la consommation. Ouais. Tu peux peut-être nous rappeler rapidement ce que c'est là ? C'est tout simplement la mesure de l'inflation. Alors, ça existe de plein de manières, puisque tu peux la calculer en fonction de est-ce que tu mets le prix du tabac ou pas, est-ce que tu mets le prix de... Tu peux mettre beaucoup de choses, il y a plein de manières de la calculer, mais grosso modo, ce que ça dit, c'est à quel point les choses sont plus chères qu'avant. L'objectif, pour simplifier, l'objectif des banques centrales, c'est d'avoir une inflation à 2% par an, grosso modo. Quand cette inflation est beaucoup plus importante, ils vont monter les taux. Pourquoi ? Parce qu'en montant les taux, tu... refroidis l'économie. Exactement. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a une star de télé-réalité à la Maison-Blanche et que du coup, d'un point de vue économique, c'est pas super solide et que sa politique, elle est notoirement inflationniste. Ça veut dire que sa politique fait monter
le prix des choses. En fait, c'est ça. Ce qui est un peu compliqué avec Donald Trump, c'est que il demande à Jérôme Powell, le président de la Fed, de baisser les taux. Et il dit absolument, Jérôme, il l'appelle too late Jérôme, faut y aller, faut vraiment que tu baisses les taux. Mais pour que Jérôme Powell puisse baisser les taux, faut pas qu'il y ait trop d'inflation. Sauf que, et on en parlera peut-être tout à l'heure, avec la fameuse droit de douane qu'il a mis en place, c'est complètement inflationniste. Donc là, il y a un problème. Si on peut, là c'est une question que je vous pose un petit peu à tous les deux. Maintenant qu'on a dit ça, aujourd'hui, là, à l'instant où on se parle, où est-ce qu'on en est dans ces taux? Parce que pour moi, on a entamé un cycle de taux. Alors pour une fois, la Banque Centrale Européenne est en avance, ce qui est rare, parce que d'habitude, elle suit plutôt la Banque Centrale Américaine. Là, la Banque Centrale Européenne est en avance. Bon, on va pas se mentir, on regarde surtout ce que fait la Fed, là, pour l'instant. Non, Céline, t'es pas d'accord? Non, tu regardes plus la BCE que la Fed, toi. Non, mais ça dépend où là, t'es investi, en fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette année, le marché, parce que ça fait un an, avant qu'on ait cette cassure de début d'année, les investisseurs nous disaient, mais si jamais le marché américain claque, on va tous mourir avec le marché américain. Eh bien, il se passe quelque chose de différent cette année. Bah oui, le marché américain, il est à peut-être moins 10 ou moins 15 pour le Nasdaq, et on a un CAC 40 qui est en hausse, et on a un DAX qui est en hausse. On a même une bourse brésilienne qui est en hausse de 10%. Donc il se passe quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que je reviens à mon indicateur de début en disant, bah oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe, parce qu'il y a une problématique d'inflation dont on parlait à l'instant, aux États-Unis, mais cette problématique, elle n'est pas ailleurs. On n'a pas de problématique d'inflation en Europe, on n'a pas de problématique d'inflation en Chine, on n'a pas de problématique d'inflation au Brésil. Et donc, on a des banques centrales qui peuvent se permettre d'injecter de l'argent et des taux qui peuvent baisser. Et donc ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est très, très nouveau. Ça fait 15 ans que ce n'est pas arrivé. Donc, c'est ultra intéressant pour les investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et alors, juste les taux, ok, mais si je me fais l'avocat du diable, est-ce que finalement... ça baisse pas un peu plus aux États-Unis parce que ça a plus monté avant aussi que l'Europe. Il y a ça aussi. Il y a ça parce qu'ils ont ce qui a tiré le marché américain vers le haut, c'est les valeurs technologiques. Et dans une valeur technologique, tu vas acheter 30, 40, 50, 100, 120 fois, 200 fois les bénéfices futurs. En fait, ce que tu achètes, c'est de la croissance. Or, cette croissance, elle est financée par les taux d'intérêt. Donc, quand tu achètes des valeurs technologiques en disant demain, l'année prochaine, elles auront pris 100%, 200%, 300%, ce que tu achètes, c'est des taux d'intérêt. Et on l'a bien vu quand ils ont été obligés de remonter les taux d'intérêt juste après le Covid. Qu'est-ce qui a pris le plus cher? C'est les valeurs techno, parce que tu achètes de la croissance future, mais au bout d'un moment, quand la marée se retire, on voit ceux qui se baignent tout nus. Tu peux plus financer des valeurs qui gagnent pas assez d'argent. Tu peux plus acheter des valeurs 200, 300 fois les bénéfices futurs. Ok, bon, donc tous les deux, là, en tout cas, il se passe quelque chose d'anormal, entre guillemets, pour Céline. En tous les cas, anormal depuis 15 ans. Voilà, de différent et d'intéressant. Bon, c'est un marronnier qui était, je te coupe, mais c'est un marronnier qui était vendu chaque année, en début d'année. On nous disait, cette année, c'est l'année de l'Europe. Les gérants actions US disaient, oui, cette année, ou européens, c'est l'année de l'Europe, il faut investir. Et chaque année, on se faisait rétamer. La vérité, c'est que depuis 4 mois, on ne se fait pas rétamer. Bon, donc là, cette année, on peut dire c'est l'année de l'Europe. Dans tous les cas, c'est différent. C'est bien parti pour. L'environnement politique en Europe, il est plus stable. Ça attire les investisseurs. Bon, ok. Et de toute manière, là, on va en reparler juste après avec les questions, parce que justement, sur les questions, où aller en bourse. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir votre avis là-dessus. Céline, tu nous parlais aussi des flux d'argent, où il part et où il va. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu entends par flux d'argent? J'entends. Là aussi, en fait, il faut être attentif, effectivement, aux banques centrales. Où est-ce qu'elles vont injecter de l'argent ou pas? On vient d'en parler. Et après, il faut se dire, les investisseurs, donc l'investisseur français, canadien, japonais, où est-ce que lui, il va investir? Parce que ça fait des masses d'argent qui circulent dans le monde entier. Et aujourd'hui, on a un président américain, qui, on l'évoquait tout à l'heure, qui dit à tout le monde, en gros, fuck off. Du coup, moi, si je suis canadien ou si je suis japonais, je me dis, il est gentil, lui, mais je vais peut-être pas lui envoyer mes sous. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, et c'est le problème qu'a eu Donald Trump il y a 2 semaines, c'est que il s'est retrouvé avec de la dette américaine que personne n'achète. Et il se dit, oups, j'ai un problème parce qu'il me s'avère que j'avais pas intégré ça dans mon équation. Je suis un des pays les plus endettés au monde. Donc, ça serait pas mal que j'ai des gens qui achètent ma dette. Et à force de leur dire qu'ils sont tous des tocards et que j'ai pas besoin d'eux, ils achètent plus. Donc ça, il faut y être très, très attentif. Et malheureusement pour lui, on verra ce qui se passe, mais je pense qu'il y a quand même une confiance qui a été cassée à
à l'égard des États-Unis, ça met très longtemps. C'est un peu, c'est un peu comme dans un couple. Hein. Vous vous dites, oui, je t'ai trompé, c'est pas grave, machin. Ouais, bah quand même, tu m'as trompé en fait. Donc, il y a quelque chose qui reste. Bah là, c'est pareil. À mon avis, ça va être très très compliqué pour les États-Unis de reconstruire de la confiance pour les investisseurs étrangers, sachant que on leur faisait une confiance aveugle. Alors là, tu Il y parles avait pour un investir pays- dans la dette des États-Unis, là. Hein. Tout. Dans les tout le actifs marché. américains, tout le marché. américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en 1980, je crois que c'était 2% du marché américain qui était détenu par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 20% du marché action qui est détenu par des étrangers. Donc, ils ont massivement acheté ce marché au cours des dernières années. Et d'ailleurs, les États-Unis représentent aujourd'hui 70% de la capitalisation boursière mondiale sur les actions. C'est colossal. Les États-Unis, c'est entre 20 et 25% du PIB mondial. 70%. Donc ça montre bien qu'on était prêt à surpayer les actifs américains parce qu'on avait confiance. Parce que c'était les gendarmes du monde, parce que c'était un pays dans lequel on avait une justice qui fonctionnait, un pays dans lequel on avait la certitude de retrouver nos actifs à terme, par rapport à, par exemple, la Chine ou des pays émergents dans lesquels on n'avait pas confiance. Et là, on ne sait plus qui est le pays émergent et qui est le pays développé. Donc ça change complètement la donne et ça rebat les cartes. Et donc, il faut regarder, si je suis un investisseur japonais ou européen, si j'investis plus aux États-Unis, ben peut-être que j'investis ailleurs. Et là, il faut réfléchir aux pays qui peuvent en profiter. Et effectivement, l'Europe peut en profiter. Tout comme l'Asie ou les pays émergents ou le Japon. Thomas. Oui, alors ça ne va pas être très polémique parce que je suis complètement d'accord. Oui, vous avez le droit de voilà, être ils ont un aussi, déficit, ils ont un déficit commercial avec tous les pays qui leur vendent des choses. Du coup, ces pays récupèrent des dollars et avec ces dollars, ils font quoi? Ils achètent du pétrole un peu, mais ils achètent surtout énormément de dettes. Donc, ça leur a bénéficié énormément. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui... oui, ça s'est cassé très très vite. Ce qui est assez stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle ça s'est abîmé. Et la vitesse à laquelle toute l'Asie, l'Europe a pris conscience du fait qu'il fallait, à partir de dorénavant, trouver des solutions indépendamment des États-Unis. Et c'est cette rupture-là, et le fait qu'elle soit actée, c'est tangible un peu partout, et qui fait dire que oui, c'est peut-être le moment de l'Europe. En tout cas, ça n'a jamais été aussi tangible. Ok. Non, mais très intéressant. On parlait tout à l'heure sur l'allocation d'actifs. Bon, vous nous dites qu'il faut regarder les banques centrales, qu'il faut regarder les flux d'argent et qu'il faut regarder un petit peu l'inflation. Le dernier truc qu'il faut regarder, Thomas, c'est le VIX, le fameux indice de la peur. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que c'est? Alors, c'est la mesure de la volatilité des actions. Alors, en fait, le VIX, c'est les actions qui sont listées à Chicago. Et après, il y a la même chose en Europe avec le V2X. Mais l'idée est toujours la même, c'est de regarder les anticipations des investisseurs. Donc, la volatilité, c'est un actif qui s'achète et qui se vend. Okay, donc, c'est à la fois un calcul mathématique sur ce qui s'est passé dans le temps. Donc, c'est l'amplitude des variations. Et plus il y a des variations importantes, plus cette incertitude augmente. Et là, le VIX, aujourd'hui, ça a fortement baissé, mais on a fait un pic à plus de 50 il y a 2 semaines. C'est quoi un VIX? Il y a un VIX normal, entre guillemets? Il y a une moyenne où on se dit, bon, voilà, c'est à peu près normal. On était dans un régime avec des taux d'intérêt très bas, on était dans un régime de volatilité sur les actions qui était historiquement bas depuis une dizaine d'années, autour de 15, c'était assez bas. Et là, ça a vraiment significativement rebaissé, on est autour de 25 sur le VIX aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, même si les marchés ont rebondi, il y a toujours une incertitude sous-jacente. Donc, il faudrait peut-être regarder, par exemple, les volumes. Est-ce que ce rebond, il est soutenu par des volumes très importants? C'est probablement pas le cas. Et ce que ça nous dit aussi, pour tous ceux qui font des dérivés, c'est que si on vend cette volatilité, eh bien, on va encaisser des primes plus importantes. Et si on veut acheter des options, elles coûteront un peu plus cher. Céline, qu'est-ce qu'on fait là avec cette volatilité qui a été très très élevée ces dernières semaines, qui est un peu retombée mais qui reste haute? On essaye d'en profiter. Mais comment? En essayant comme on a des mouvements de marché qui ont une amplitude forte, si vous savez ce que vous voulez faire, vous avez un carnet de courses par exemple, ou un carnet de vente, d'achat et de vente, vous pouvez profiter des séances où vous avez des forts rebonds pour vous délester des éléments de votre portefeuille que vous voulez vendre. Et puis à l'inverse, quand il y a des séances de forte baisse, vous en profitez pour acheter les actifs que vous voulez avoir pour les 5 à 10 prochaines années. Bon, et on est dans un contexte où on a une très très forte amplitude de mouvement
et ça risque de continuer, hein, compte tenu du contexte géopolitique dans lequel on est, au cours de cette année 2025. On n'est sûrement pas au bout du tunnel. La fête n'est pas finie. La fête n'est pas finie. Donc surtout, profitez de ces moments pour d'abord travailler, avoir une liste et faire vos mouvements quand vous avez des mouvements importants sur les marchés. Être opportuniste. Voilà. Céline aime bien jouer dans les vagues. C'est ça. saisir les vagues. Voilà. Bon, je vous propose qu'on écoute une première question qui va nous faire réagir en plus sur tout ce qu'on a dit, notamment par rapport aux États-Unis. On écoute Charles tout de suite. Bonjour Amaury, bonjour l'équipe de la Martingale. Je suis un jeune investisseur de 30 ans et ça fait à peu près 5 ans que je fais du DCA sur le MSCI World et les marchés émergents. Et je me demandais comment l'indice MSCI pourrait réagir si les États-Unis perdaient leur place de numéro 1. Je me demandais comment ça pourrait impacter la composition de l'indice et sa valeur. Donc voilà, je fais appel à votre expertise et je vous remercie d'avance pour votre réponse. Bonne journée. Merci beaucoup Charles pour ta question. Le MSCI World, c'est tout simplement un indice qui mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. En gros, c'est ça. Hein. Il y a quoi? Il y a 1350 sociétés à peu près dans cet indice. Gros fourre-tout. Non, mais en gros, c'est quoi qu'on qu'on pose le contexte? C'est l'indice de la performance boursière mondiale, en gros, c'est ça? Oui, c'est 70% les États-Unis. Ouais, d'accord. Donc, d'où la question de Charles. Ok. Donc, effectivement, la question est pertinente. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent et qui font du DCA, le fameux dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on investit des sommes, la même somme régulièrement, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, bref, comme vous voulez, et qui vont sur des ETF et notamment le MSCI World. Parce qu'on dit de toute façon, sur le long terme, ça va monter. Il se trouve que là, comme vient de le dire Céline, il y a 70% d'US dans le MSCI World, et vous nous avez dit en introduction que finalement, vous n'aviez plus trop confiance en les États-Unis. Si jamais les États-Unis perdent leur place de numéro 1, qu'est-ce qui risque de se passer sur le MSCI World? En gros, est-ce que vous êtes à l'achat sur le MSCI World aujourd'hui? Ou Non. alors, non? Non, je pense que justement, il faut... Charles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je serais plutôt favorable par rapport à ma liste de courses. Pour répondre à Charles, à mon sens, il serait plus pertinent pour lui de sortir du MSCI World et d'aller se repositionner peut-être sur un indice, sur un tracker qui soit monde hors États-Unis. Ça existe ça, monde hors États-Unis? Tout à fait, je pense qu'il doit en trouver. Ouais. En fait, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe sur un indice quand il y a des valeurs qui baissent? Déjà, la valeur de l'indice baisse. Ouais. Voilà. Et si ça baisse beaucoup, il se passerait probablement, et il faudrait regarder précisément les règles de MSCI sur les règles de publication et de rebalancing de l'indice, mais quand vous avez des valeurs qui baissent très très fort, je ne dis pas que ce serait le cas des Apple, des Nvidia, que ça irait jusque-là, mais les valeurs, elles sont sorties de l'indice, comme on a des valeurs qui sont sorties du CAC 40 parce que elles ne méritent plus d'y être. Donc là, il y a 1500 valeurs, ça se passerait probablement pas tout de suite comme ça, mais voilà ce qui se passe sur un indice. Donc il faut les regarder pour savoir précisément dans l'indice comment les valeurs sont rebalancées. Et puis, en revanche, le fait qu'ils fassent du DCA, ça, c'est une très bonne habitude. Donc, en gros, vous dites tous les deux, continue ton DCA, mais pas forcément sur le MSCI World. C'est le bon moment de réfléchir à des alternatives. Bon, et les alternatives, pour parler concrètement, Céline, tu me dis tout sauf les États-Unis. Ouais, Allez, déjà, c'est facile. Non, mais déjà, c'est facile. C'est vrai que voilà, ça enlève un gros morceau. Pose, voilà. Mais sans parler de secteur, plus de zone géographique, vous iriez où, là, honnêtement, aujourd'hui? On parlait quand même de l'Europe tout à l'heure. L'Europe, ça semble être un bon candidat. On est sur une zone géographique qui a été totalement délaissée, avec une valorisation par rapport aux États-Unis qui est très faible. Des sociétés qui sont quand même... On a un panel de sociétés de qualité en Europe. Et on a un momentum qui peut être poussé par le plan d'investissement allemand qui va être exécuté au cours des prochains mois, prochaines années. Donc on va avoir, par rapport à la liquidité dont je parlais tout à l'heure, de l'argent qui va être mis sur la table. Donc on a de l'argent, on a des bonnes sociétés et on a des valorisations qui sont basses. Ça semble être un écosystème assez favorable. Voilà.
Alors après, là aussi, le diable est dans les détails. Je vous dis, n'allez pas forcément aller chercher les sociétés qui ont très très bien fait pendant les 15 dernières années, type LVMH ou autres leaders du luxe. C'est peut-être pas forcément là qu'il faut aller chercher ces idées. On ira un Il faut peu en chercher détail, ces plus en idées détail, peut-être plus domestiques. ouais. Voilà. Mais après, donc l'Europe, si vous prenez un tracker, vous allez en profiter. Et après, le grand perdant des 15 dernières années, ça a été les pays émergents. Donc, si vous faites un tracker, regardez peut-être si vous pouvez trouver un tracker émergent, parce que ça peut être intéressant là aussi, sachant que la grande règle, c'est que quand le dollar s'apprécie, les marchés américains surperforment le reste du monde, et notamment les pays émergents. Quand le dollar est dans une phase de baisse, on a une surperformance des pays émergents par rapport au reste du monde. Donc on peut entrer dans une phase de surperformance des marchés émergents par rapport aux États-Unis et par rapport au reste du monde. Et ça peut être intéressant, sachant que pareil, les pays émergents sont au plus bas depuis 1969 par rapport aux États-Unis, sachant que les pays émergents peuvent profiter de l'argent qui va arriver du plan de relance chinois qui a été annoncé en septembre l'année dernière. Donc on va avoir de l'argent aussi. Voilà. Et eux, ils n'ont pas de problème d'inflation, comme on le disait tout à l'heure. Et on l'a vu avec les annonces de DeepSeek et celles de BYD récemment, on a des belles sociétés dans les pays émergents qu'on avait peut-être un peu sous-estimées parce qu'on était tellement focalisé sur Tesla, sur Apple et sur Nvidia qu'on n'a pas tellement regardé ce qui se passait ailleurs. Après, il y a d'autres problèmes sur les valeurs chinoises. Un petit peu d'eau, tu vois. Ouais, ça va. C'est bon. Non, mais il y a d'autres problèmes, c'est vrai, sur les valeurs chinoises. C'est compliqué en Chine d'être capitalistique exactement comme on le connaît en Europe. Il y a un impact politique du parti qui fait qu'il y a des valorisations ou des business qui peuvent s'arrêter ou des dirigeants qui doivent partir. Il y a un risque politique, en gros, ce que tu me dis. Il y a une mainmise politique. Ce qui fait que aussi, la plupart des investisseurs ont toujours regardé ça, ils étaient attirés par le potentiel, mais ils ont toujours regardé ça d'un peu loin. Parce que ce risque, il existe. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où, quand Trump dit que les Chinois l'appellent pour négocier, et que les Chinois disent que pas du tout, on s'en fout, on l'a pas du tout appelé pour négocier, et on vous encourage à tous à pas négocier, bizarrement, aujourd'hui, tout le monde croit les Chinois, ce qui était impensable il y a un an. Donc, oui, regardez des valeurs différentes. Regardez, le dollar est en train de baisser. Le dollar a baissé depuis 10%, depuis à peu près, je crois. Depuis plus de 8 en tout cas, depuis les annonces. Depuis, voilà. C'est énorme. C'est a priori pas parti pour s'arrêter. Le 10 ans dollar est assez haut. Oui, c'est le bon moment de diversifier. Et puis, ça fait pas de mal quand il a 30 ans. C'est un apprentissage qui dure longtemps, la bourse. Bon, du coup, en gros, lâchez un peu le MSCI World, ça, et aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et en fait, est-ce que le conseil, ce serait pas un petit peu de suivre la confiance quelque part? Parce que c'est de ça dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une perte de confiance dans les États-Unis, et aller là où on a un peu plus de confiance, ça peut être la Chine potentiellement, ça peut être les pays émergents, des pays auxquels on n'avait pas forcément confiance et qui finalement se disent, et pourquoi pas, c'est ça? Tout est relatif. C'est-à-dire qu'on n'avait pas confiance, on n'a pas beaucoup plus confiance en eux, mais on a significativement moins confiance dans les États-Unis. Et pour rebondir sur ce que disait Charles à l'instant, pour moi, il y a 2 dictons dans notre métier. Le premier, c'était « Don't fight the Fed ». Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Et le deuxième, pour rebondir sur la Chine, c'est « N'allez pas contre la politique chinoise ». C'est effectivement un gouvernement... Enfin, on est dans un pays qui est, depuis 1949, communiste, dirigé par un gouvernement qui est autoritaire. Donc là aussi, il ne faut pas se mettre contre la vague. Et là, le gouvernement chinois, il vous dit clairement ce qu'il va faire. Il vous dit, moi, je veux soutenir le marché et il faut que ça s'améliore. Et je veux que l'économie s'améliore. Et maintenant, on va faire tout parce qu'il faut que ça marche. Et c'est ce qu'il a dit en septembre. Et il l'a redit avec les annonces de Trump. Pendant qu'il y avait les annonces de Trump, ils ont annoncé un autre plan de relance. Mais là, ils sont beaucoup, beaucoup plus clairs. Et ils disent même qu'ils vont soutenir la consommation, ce qu'ils n'avaient jamais fait depuis 40 ans. Oui, je suis un peu plus tiède que toi sur les annonces de soutien de la Chine. C'était attendu. Ils sont en difficulté sur leur marché domestique et sur l'immobilier, notamment, puisque ça représente 70% de l'épargne chinoise, l'immobilier local. Ils sont très en difficulté et tout le monde attend des mesures de soutien économique en Chine depuis maintenant 2 ans et demi, et à chaque fois ils mettent un bandage sur une jambe de bois parce que le parti ne veut pas porter de déficit.
une espèce de ligne rouge. Le jeu de mots est intentionnel. Mais c'est une espèce de ligne rouge qu'ils ne veulent pas franchir. Et on a l'impression que pour eux, le moment... Pour moi, ils sont changés là. Voilà, pour eux, le moment aussi, c'est maintenant. Et dernière question là-dessus, quand on parlait de vagues, de tendance, Céline, alors, j'ai plus les citations en tête, je ne sais plus qui en a parlé, mais si vous l'avez, dites-moi. On dit souvent, voilà, ceux qui ont parié contre les États-Unis depuis 200 ans se sont toujours trompés. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu dangereux? Je vois ce que tu veux dire hein, sur les États-Unis, et vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, mais est-ce que c'est pas un peu gros de dire, attends, sortez tout, on ne touche plus aux US, faut on n'a pas dit aller ça. ailleurs. Non, mais je grossis le trait, mais voilà. Ouais, moi, je pense que c'est faux. Enfin, les marchés, quand on les regarde, je sais pas, je regarde depuis 45, c'est des tendances qui durent 10 à 15 ans. Il faut toujours faire attention parce que vous avez des vagues et les leaders de la vague précédente sont jamais les leaders de la vague suivante. Donc, il faut quand même un tout petit peu faire attention à ça. On a un marché baissier. Donc, quand on a un marché baissier, changement de leadership. Et donc, il faut se demander quel va être le prochain. Sachant que le marché haussier précédent, il a été guidé depuis 2008 par les États-Unis, ça va être quelqu'un d'autre. Ça va être une nouvelle industrie, ça va être une nouvelle géographie qui va émerger. Si vous étiez, je sais pas, je me remets dans les années 70, il fallait tout mettre sur Exxon, les pétrolières, choc pétrolier, voilà. Ok, à la fin des années 70, plus du tout. Il faut vous mettre sur les japonaises. Parce que là, c'est l'émergence de Toyota. On pense que le Japon va devenir... le palais de l'empereur à Tokyo vaut plus que la Californie. On arrive à des choses totalement absurdes en 89. Et là, bingo, on a un monsieur qui s'appelle Bill Gates qui a fait dans sa cave un truc qui s'appelle Microsoft. Et il faut se positionner sur l'Internet. Et puis, à la fin des années 90, la bulle qui claque. Et là, on avait la Chine qui était rentrée dans l'OMC. Et il faut avoir la présence d'esprit de se dire, il faut que je me mette sur les sociétés émergentes qui vont profiter de l'entrée de la Chine. À la fin des années 2000, quand il y a la faillite de Lehman, il faut se dire, attention, ça va être le moment des États-Unis. Donc, il faut être quand même assez... il faut prendre un petit peu de recul. Il y a des vagues. Et malheureusement pour nous, c'est pas tout le temps les mêmes. Donc, quand on dit il suffit de s'asseoir, c'est un petit peu léger. Il faut s'asseoir pour une période de 10 ans. Mais si j'avais regardé le portefeuille de mon grand-père qui avait du Essilor et je sais pas quelle entreprise... Du Air Liquide. Oui, mais c'est la seule. Voilà. Mais sinon... Il y a beaucoup d'entreprises. Attendez, je regarde Kodak, Avon Products, Canon. Si on regarde le nombre de sociétés qui étaient vues comme vraiment des boulevards de croissance, qui faisaient partie des classiques qu'on mettait dans un portefeuille et qui aujourd'hui n'existent même plus ou qui sont quasiment en faillite, donc il faut faire attention. Bon, voilà. En gros, ce que tu nous dis là, c'est qu'il faut pas surfer toutes les vagues, mais il faut choisir sa vague pour les 10-15 prochaines années. Ça. Comment vous faites pour choisir la bonne vague, Thomas? Enfin, je sais pas comment tu regardes tout ce qu'a dit Céline là. Comment tu fais tes choix? Tu vois, comment tu te dis, là, je sens que ça ce dépend. qui va se passer dans les prochaines années. Si on doit choisir pour quelqu'un, et qui nous fait confiance, moi, je vais être particulièrement défensif. Parce que c'est son argent et je vais pas, j'ai pas de boule de cristal. Je vais pas pouvoir lui dire, maintenant, cet actif-là, dans 10 ans, c'est sûr, ça aura pris x10, x20, j'en sais rien. Aujourd'hui, si je dois faire des choix, et c'est ta question, je vais regarder la situation, je vais me dire que l'Europe est bien positionnée, je vais regarder en Europe les secteurs qui m'apparaissent comme étant stratégiques, dans lesquels on va avoir des investissements, et sur lesquels les valeurs sont pas trop valorisées, donc qui ont un price-earning ratio qui est acceptable, pas à 25. Je vais faire ça, et puis je vais me sortir une quinzaine de valeurs. Et puis après, je vais aller là où mon cœur me guide, mais il y a un peu une partie d'intuition, une partie de où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent. Je rejoins ce que tu disais, il y a un moment où il faut se lancer. Et puis, pour le coup, aujourd'hui, en Europe, si je dois choisir maintenant, peut-être que je revisiterai ça, parce qu'on choisit une vague maintenant, mais on n'est pas obligé de garder la pause pendant 10 ans. On va se positionner maintenant en se disant, bon, en 2025, on est quand même bien parti pour avoir plutôt de l'argent qui est en Europe, qui est dépensé en Europe, un environnement stable, de l'argent qui va être dépensé dans des infrastructures, notamment énergétiques. Bon, j'ai envie de regarder, ça va être des trucs qui ne font pas rêver. Hein. J'ai envie de regarder du Engie, j'ai envie de regarder du Orange, j'ai envie de regarder des télécoms, de l'énergie.
Voilà. Ça, aujourd'hui, ça s'achète pas cher, ça paye des gros dividendes, donc ça n'a pas une croissance incroyable, et pourtant ça se porte bien. Et puis je vais mettre ça dans mon portefeuille actions parce que je pense qu'il faut quand même acheter des actions et il faut le faire tout le temps. La question c'est je le fais maintenant, je sélectionne ces valeurs-là et j'en rachète dans un mois. Dans un mois ça a monté, super, je suis très content de l'avoir acheté il y a un mois. Dans un mois ça a baissé, super, je suis très content de pouvoir en racheter de nouveau un mois plus tard à plus bas prix. Donc, contrairement à Céline, tu n'essaies pas de timer le marché. Alors, je dis pas que c'est ce que tu dis tout le temps, mais tout à l'heure, c'est intéressant. Tu nous disais que toi, justement, tu t'essayais de surfer un petit peu quand il y avait un peu la tempête, avec des volatilités élevées, et que tu essayais de te servir de ça. T'es en Mais mode. je me sers C'est quoi t'es en mode C'est pour trading, sortir et entre acheter. guillemets, Non, c'est juste se dire, quand on avait des pauses, ça dépend, vous partez forcément d'une page sur laquelle il y a déjà des choses inscrites, en général, sauf si vous avez une page vierge. Mais donc, si vous avez déjà des lignes, profitez des mouvements pour faire les ajustements quand il y a des forts mouvements. Voilà. Et surtout, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Charles, c'est qu'on est en train de vivre un moment de marché qui est assez rare. C'est, comme on le disait, c'est peut-être tous les 10-15 ans qu'il y a comme ça quelque chose qui change profondément. Donc là, il y a quelque chose qui change profondément. Donc, faut pas se dire, c'est business as usual, je garde les mêmes lignes que celles que j'avais précédemment. Il faut avoir la force de se dire, il y a quelque chose qui a bougé. C'est quoi? C'est Soros qui dit « The facts change, I change my mind ». Et se forcer un petit peu à revisiter ses thèses et ses lignes en se disant « Mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris avant, en tous les cas que je ne savais pas ». C'est cette défiance par rapport aux États-Unis, ces flux qui vont sortir du marché américain. Est-ce que j'ai envie de me mettre en face? Peut-être pas. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que j'ai pas envie d'aller jouer ailleurs, là où il y a de l'argent qui va arriver, là où il n'y a pas beaucoup d'argent qui est investi aujourd'hui, même si je sais qu'en Europe, on a tendance à être très négatif sur l'Europe et qu'il y a beaucoup de défiance sur les marchés émergents. Donc, peut-être que je peux regarder quand même ce qui se passe ailleurs. Et puis si comme tu le disais, les Américains, par extraordinaire, atterrissent sur leurs pieds, encore une fois, il sera toujours temps d'y retourner. C'est jamais rien n'est figé. Oui, il faut jamais il faut toujours regarder un petit peu ce qui se passe autour et être capable d'être agile. Faut pas raisonner en absolu. Ok. Bon, écoute Charles, là, t'as quand même beaucoup d'éléments pour reconstituer un petit peu ton portefeuille. On va écouter une question de Victoire. On l'écoute tout de suite. Salut Amaury et salut à toute l'équipe de la Martingale. Je voulais vous poser une petite question aujourd'hui. J'ai 23 ans et cette semaine, je rentre tout juste dans la vie active. On n'arrête pas de me dire qu'il faut commencer à investir tôt. On me parle beaucoup de la bourse, mais je ne connais pas vraiment cet univers. Donc, qu'est-ce que vous auriez à me conseiller? Et sinon, j'ai entendu parler de produits structurés. Donc, si j'ai bien compris, c'est des produits d'investissement avec des rendements qui sont garantis et connus à l'avance. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et sinon, comment ça marche? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée. Merci beaucoup Victoire et bon courage pour ton entrée dans la vie active. C'est assez intéressant parce qu'on a plein de jeunes notamment, plus en plus, qui veulent rentrer sur les marchés financiers, en bourse. Voilà, quelqu'un comme Victoire, et le cas de Victoire, c'est le cas de beaucoup de personnes. Quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui veut entrer en bourse, donc plutôt sur du long terme a priori, qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment il ou elle peut faire? Est-ce que c'est plutôt de l'ETF? Est-ce que c'est plutôt du stock picking? Est-ce que c'est les deux? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut arriver à déterminer un montant mensuel, on va dire, d'argent qu'elle souhaite épargner. Bon, toi, donc DCA. C'est-à-dire que vraiment, toi, d'office. Ouais, okay. Mais parce que, à moins qu'elle ait un héritage, un truc, mais si elle commence dans la vie active, l'important, c'est son activité, c'est son travail, c'est la vie. Ça, c'est plus important que l'investissement. Et donc, si elle peut prendre une décision maintenant de dire j'investis tous les mois 100, 200, j'en sais rien, ce qu'elle peut mettre de côté, et de l'investir dans un indice, par exemple, ou un ETF, c'est déjà super. C'est déjà très bien. Je ne suis pas certain qu'elle ait aujourd'hui le temps à allouer, à aller se renseigner, faire du stock picking sur des valeurs fondamentales. Non, la plupart des gens, non. Donc en gros, là, ce serait plutôt DCA, ETF, pour Thomas. Ouvrir un PEA et aller investir. Pas le MSCI World, du coup?
Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Voilà, moi, c'est quelque chose de très simple, qui est compréhensible pour elle et sur lequel elle pourra se retourner d'ici 5 ans, 10 ans, en disant, voilà, j'ai épargné, j'ai mis tant de côté, et ça a pris tant de valeur, je suis contente. C'est pas un conseil, un investissement, c'est une idée, mais là, je sais pas, c'était une idée d'ETF, là, comme ça, pour quelqu'un qui rentrait sur les marchés long terme. Il y a des ETF, il y en a beaucoup trop. Non, mais pas forcément nommer un ETF en particulier, mais une thématique. Je te demande pas un nom précis d'ETF, mais moi, je suis assez chauvin, donc je lui dirais d'aller sur un ETF CAC dividende réinvesti. Okay. Et ce ne sera pas la pire chose qu'elle fera dans le mois. Okay. Et à la fin, et dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera très contente d'avoir investi là-dedans. Okay. Je commencerai par ça. Et la deuxième partie de sa question sur les produits structurés. Alors, on va peut-être déjà finir sur la première. Ouais. Je reviens vers toi pour les produits structurés, parce que c'est ta spécialité chez Marini. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Céline aussi là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Charles. Effectivement, je pense que... Alors, c'est Thomas. J'avais un doute depuis tout à l'heure. Non, mais parce que tout à l'heure, Céline parlait de Charles, mais c'est parce que c'est Charles qu'on salue. Voilà. Mais là, c'est Ok, excusez-moi. Voilà. Avec Thomas. Mais effectivement, oui, les marchés actions sur la durée, ils rapportent du 6% par an. Donc, c'est intéressant comme investissement. Et l'énorme avantage des actions par rapport aux autres classes d'actifs, c'est que c'est liquide. Et souvent, quand on est jeune, il y a un moment où on va vouloir acheter de l'immobilier, on va vouloir se lancer dans la vie. Et donc, avoir une poche action, l'intérêt, c'est qu'on peut la sortir à tout moment. Elle est liquide, elle est disponible. Et c'est pas compliqué, c'est très simple. Donc, ça me semble être très intéressant pour quelqu'un de pouvoir se lancer aujourd'hui, sachant que, comme on le disait à l'instant, si vous investissez sur les marchés actions, particulièrement en dehors des États-Unis aujourd'hui, vous avez, à mon avis, une opportunité qui est très intéressante pour le long terme. Et là, sur un cas comme Victoire, imaginons que demain, aujourd'hui, elle ouvre un PEA, tirer sur quoi? Sur un ETF CAC 40 dividende réinvesti, comme a dit Thomas. Alors moi, j'aurais peut-être un peu plus élargi. Alors le problème du PEA, c'est qu'elle peut alors acheter... t'es pas éligible à tout, mais... Ouais. Alors, donc je sais pas. Dans les ETF sont faits de telle manière que tu peux avoir un ETF sur le Nasdaq dans ton PEA. Donc, bon, ok. Mais donc, mais peut-être que j'aurais un peu élargi à l'Europe au sens plus large, notamment en incluant l'Allemagne. Voilà. D'accord, et pour le plan de relance, les fameux 500 milliards, ça peut être intéressant. C'est peut-être pas mal de se mettre sous ce robinet-là. Ok. Mais pas de stock picking. Il n'y a pas des actions, alors ça fait un peu rien dire ce que je dis, mais il n'y a pas des actions où vous dites, ça, c'est des débutants qui veulent commencer à y aller, telle action sur 10-15 ans, a priori. Encore une fois, diversifier, attention, il peut y avoir un risque, mais il n'y a pas des actions où vous dites, bon, finalement, il y a des types d'actions où des débutants qui n'ont pas le temps de checker tous les jours ce qui se passe peuvent aller. Si, ils peuvent acheter du air liquide. Non, mais t'es sérieux quand tu dis ça? Je suis vraiment sérieux. C'est la première action que tu fais acheter à n'importe qui commence en bourse. Mais même aujourd'hui, parce que... toujours. Ouais. Il y a pas de... tu fais acheter du air liquide, c'est une valeur qui est bien gérée. Pas de... Ça va pas faire x100, mais ce sera pas divisé par 2. Céline? Air liquide est une bonne idée, en effet. Mais sinon, l'avantage, c'est que quand vous êtes comme Victoire, vous n'allez pas avoir le temps et l'énergie d'analyser les entreprises une par une. Ce n'est pas votre métier. Vous êtes en train de vous lancer dans la vie active. Donc, soit vous investissez sur des trackers, soit vous confiez votre épargne à des gérants dont c'est le métier. Mais le faire vous-même, ça me semble quand même un tout petit peu risqué. Alors, vous allez faire des coups, forcément. J'entends toujours quelqu'un qui me dit « Ah ouais, moi j'ai fait un truc, ça fait plus 1000%. » Oui, d'accord. Mais ça arrive, mais on ne parle pas de toutes les paumes, de toutes les lignes sur lesquelles on a fait moins 90. Voilà. Mais donc, c'est un métier. Il faut quand même avoir une certaine humilité par rapport à ça. Donc, j'encouragerais plutôt à choisir soit le schéma de « je prends un tracker et je sais que je vais avoir l'indice, et au moins je sais ce que j'achète », soit j'ai entendu parler d'un gérant qui fait bien son métier et je lui confie mon épargne. Mais la solution hybride peut s'avérer un petit peu risquée. Voilà. Ok, très clair. Maintenant, la deuxième question de Victoire, c'était les produits structurés. Voilà, on en vend énormément en France. Il y a quand même des spécialistes un petit peu de ça dans notre pays. Souvent, comment dire, la
L'idée reçue qu'il y a sur les produits structurés, c'est qu'un produit structuré, alors tu vas nous réexpliquer dans 2 secondes ce que c'est, mais c'est que pour le grand public, un produit structuré, c'est un produit où il y a un rendement garanti qui est connu à l'avance. Plusieurs questions. Est-ce que le rendement, il est vraiment connu à l'avance et est-ce qu'il est vraiment garanti? Peut-être rappelle-nous d'abord, c'est quoi un produit structuré? Un produit structuré, c'est une obligation, un titre de dette qui va être émis par une banque, pour faire très simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... aujourd'hui, si BNP émet une obligation en euros à 5 ans, elle va payer du 53, entre 3 et 4%, on va dire. Okay, donc un peu la même chose qu'un dépôt à terme. Si on dit que ce rendement qui est donc garanti par BNP, 3% sur un dépôt à terme à 5 ans, ou sur une obligation BNP, et qui est soumis au risque de défaut de BNP, c'est-à-dire c'est garanti tant que BNP ne fait pas défaut. Donc ça veut dire que nous, là, on prête de l'argent à BNP et que ça nous rapporterait, combien t'as dit 4% par an, voilà, on va dire 3%, 3-4% par an. Ça, c'est une obligation, bête et méchante. Maintenant, pour faire un produit structuré, je vais prendre cette obligation et puis je vais dire, plutôt que de te payer 3% par an, je vais te payer 8 si à chaque date si chaque année, quand je regarde par exemple le cours de l'Eurostoxx n'est pas en baisse. Donc, c'est toujours émis par BNP, donc tu as toujours un risque BNP, mais ton coupon, d'un seul coup, ton rendement, il est plus garanti, il est conditionnel. Il est conditionné à un événement, en l'occurrence le fait que l'Eurostoxx soit stable ou en hausse, à un jour donné. Et l'événement, faut qu'il ait un rapport? Que là, il y a un rapport. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. J'ai pris l'exemple de l'Eurostoxx, mais ça peut être le cours du pétrole. Ça peut être. Est-ce qu'il va pleuvoir ce jour-là? J'exagère, mais à peine. Donc chaque année, on regarde. Et si cet événement arrive, alors je te paye un coupon. Si cet événement n'arrive pas, alors tu n'as pas de coupon. Bon, donc c'est pas garanti déjà. Première réponse à la question, c'est des si. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir du rendement garanti. Tu peux avoir du rendement garanti, mais je te rends pas tout ton capital. Donc je te paye 4% ou 5% par an garanti, mais tu portes un risque, par exemple, sur l'action BNP. Si BNP est en baisse de plus que 50% à maturité, alors tu ne recevras pas 100% du capital que tu as investi. Et c'est quoi l'intérêt? Pourquoi on s'embête, entre guillemets, à faire tout ça? C'est parce qu'on peut potentiellement, si ça se passe bien, gagner plus. Du coup, là, tu parlais de 4% qui pourrait passer à 8. Enfin bref, c'est un exemple, l'intérêt, historiquement, les produits structurés, ça a été créé pour faire face aux taux d'intérêt qui baissaient. Donc à la fin des années 80, les taux d'intérêt qui étaient passés de 17 à 14. Et du coup, c'était un scandale. Et pour booster ces taux, on a commencé à mettre de la conditionnalité dedans. Et les banques ont développé énormément d'instruments, et ont mis énormément de moyens pour développer ça. Aujourd'hui, pour les banques, c'est un moyen de récupérer de la liquidité. Elles reçoivent des euros. Okay, alors, elles pourraient aller les tirer auprès de la BCE, mais là, elles font ça différemment. En tout cas, elles le font aussi en vendant des produits structurés. Elles vont vendre donc cette dette. Elles vont mettre des conditions et elles vont offrir des rendements plus ou moins boostés avec plus ou moins de risques. C'est difficile de dire exactement ce qu'est un produit structuré parce que, hormis dire que c'est une obligation émise par une banque sur lesquelles il y a des conditions, après on est obligé de rentrer dans le détail. Et il y a plein de différents types. Mais la limite, c'est l'imagination. Ouais. Voilà, c'était pour savoir un petit peu quand même le fonctionnement. Ok. Et ça, franchement, des particuliers, ils peuvent aller là-dessus ou... Alors, les produits structurés, ce qui fait que le marché des produits structurés, moi je suis là-dedans depuis 20 ans, donc j'ai un biais d'observation, mais le marché s'est fortement développé, notamment auprès du retail, du marché retail français. C'est que ce sont des produits d'épargne qui sont massivement distribués dans les réseaux, donc par votre conseiller, et principalement aussi en assurance vie. Donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui pour Victoire d'investir dans un produit structuré alors qu'elle n'a pas ouvert son PEA et qu'elle n'a pas encore acheté une action? Je lui répondrai non. Oui, mais elle pourrait se dire, mais finalement, bon, il y a des si, mais j'ai quand même des rendements garantis entre guillemets. Attention, hein, je précise bien que il n'y a jamais rien de garanti à part le livret A, mais c'est la mesure du risque. C'est à quel point c'est des titres. Ce sont des investissements qui sont un peu complexes à comprendre, qui souvent nécessitent d'être accompagnés. Donc Marocco, ce serait quand même pas d'aller acheter
tout seul un produit structuré, à moins de s'être formé, de la même manière que je n'irais pas dire à Victoire d'aller acheter des options sur les marchés, à moins de s'être formé. Et si elle le fait, de le faire avec pas beaucoup d'argent, parce qu'au début, pour apprendre, elle fera des erreurs et elle paiera. Donc, c'est un très très beau produit d'épargne. Je vais certainement pas dire le contraire. Ça fait plein de choses super bien. Ça permet de multiplier les scénarios dans lesquels un investisseur va gagner de l'argent. La grande thématique, c'est de dire on va renoncer à une partie de la hausse potentielle d'un actif pour gagner, même si l'actif baisse. Donc c'est un peu la thématique patrimoniale du produit structuré, c'est celle-ci. J'ai une protection en cas de baisse, et je n'aurai pas toute la hausse. Bon, donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de se garantir, entre guillemets, un rendement médian. Voilà, exactement. L'idée, c'est une classe d'actifs qui vient en complément des fonds, qui vient en complément des actions et qui va dépendre de l'affinité au risque de chacun. Mais comme tout type d'investissement, finalement. Et les produits structurés, du coup, au final, c'est pour qui, à qui tu dis, bah tiens, en ton cas, ça pourrait être intéressant d'aller sur des produits structurés. Donc, pas quelqu'un qui commence dans la vie active et qui va pouvoir... je ne sais pas ce qu'elle fait comme métier. Hein. Bon, mais quelqu'un qui débute, en tout cas, Quelqu'un qui débute aujourd'hui, non, je ne le recommanderais pas parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Voilà. Et généralement, les montants investis dans les produits structurés, après, produit par produit, voilà, c'est pas... C'est des obligations, donc c'est des parts de 1 000 euros, ça peut être des parts de 10 000 euros, ça peut être significatif pour des gens qui se lancent et il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je recommande de se faire accompagner, de se former et d'attendre d'avoir une assise, d'avoir fait toutes les étapes avant de se consacrer aux produits structurés. On va passer à la dernière question avant de passer aux questions cash. Céline, tu as un avis sur les produits structurés? Enfin, c'est pas ton truc, toi, mais... Je suis tout à fait d'accord avec Thomas. C'est correct. Et je pense que surtout, il faut faire attention à l'âge de la personne qui investit. Quand on a 23 ans, on a la vie devant soi. Donc, on a le temps avec nous. Ce qui permet d'aller chercher un rendement plus élevé. Comme on le disait à l'instant, c'est un produit qui va vous permettre de réduire votre risque. Quand on a 23 ans, on n'est pas en train d'arriver à l'EHPAD. Donc, on a le temps de laisser fructifier son épargne et de profiter justement d'une prise de risque peut-être plus importante. Voilà, moi si c'était mes enfants, je leur conseillerais plutôt d'épargner. Moi je dirais il faut mettre 50% à mon sens de leur épargne en action. Si on investit avec un horizon de temps long, c'est la classe d'actifs sur laquelle on va avoir normalement un rendement plus élevé. Voilà. Bon, si on peut conclure en gros sur les produits structurés, l'avantage, si on peut résumer, c'est d'avoir une sorte de visibilité. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, il y a quelque chose dans le produit structuré, il y a une espèce de promesse écrite dans la description du produit qui fait qu'on sait que voilà, on va pas revenir sur son investissement tous les jours. On sait qu'à date, en fonction de la réalisation d'un événement, on aura un rendement qui est connu à l'avance. Et ce, même si les marchés ont baissé, si on a prévu ce cas-là dans le produit, alors on aura quand même ce rendement. Donc, ça vient amener de la symétrie dans les portefeuilles, mais je suis d'accord avec Céline sur le fait qu'il faut avoir 50% d'exposition action. Je dirais pas plus que 20% en structuré, et puis de l'IMO, de l'obligataire. Dans la construction d'un portefeuille, on va dire standard. Attention, là, on va parler d'effet de levier. On va voir si Céline nous dit de shorter Donald Trump ou pas. On va écouter tout de suite la question de Guillaume. Salut Amaury et salut à toute la team, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Merci de me laisser l'occasion de poser 2 questions. Moi, ma première question, c'est la pertinence d'un effet de levier. Voilà, si on est ultimement convaincu qu'un indice ou une thématique ne peut que progresser, pourquoi pas simplement prendre un ETF à effet de levier. Voilà, lorsqu'on pense que le CAC était à 6800 points après les tarifs de Trump, pouvait-on vraiment s'attendre à ce qu'il ne repasse jamais au-dessus? Voilà, donc pourquoi ne pas systématiquement prendre des effets de levier lors de nos choix? Et une deuxième question concernant la croissance mondiale. Voilà, il y a des très fortes corrélations, les études le montrent, entre croissance du PIB et consommation des énergies sous toutes ses formes. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une forme de décroissance, comme le pensent certains ingénieurs, écologistes, comme Jean Covici, sachant que le pic de production de pétrole est derrière nous et que voilà, on a de plus en plus de mal à extraire ces ressources de type fossile, même si
on a des alternatives, ça sera jamais suffisant. Donc, avoir l'avis des experts, ça m'intéresserait sur une forme de décroissance possible, voilà, dans un futur pas si lointain au final. Je vous remercie et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup Guillaume pour ta question. Question très intéressante. En réalité, il y a 2 questions dans la question. On va essayer de faire vite parce qu'il nous reste quelques minutes. La première partie de la question, c'est en gros l'effet de levier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut répéter un petit peu ce qu'est un effet de levier rapidement? C'est quoi? C'est en gros, on va parier à la hausse ou à la baisse sur un... Tu investis 100, Ouais. la banque te prête 100, tu as une position de 200. C'est ça l'effet de levier. Tu as 2 Voilà. fois la pause. Donc la question, c'est à quel prix elle te prête l'argent et combien de temps tu peux tenir la position si ça ne va pas dans ton sens. L'effet de levier, c'est super, c'est très rémunérateur. Si tu as raison tout de suite et que si tu as tort tout de suite, en revanche, tu vas perdre et ta position va se faire couper, Bon, etc. en gros, l'effet de levier, on peut gagner beaucoup parce qu'on peut perdre beaucoup aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu... C'est une drogue dure. Ah ouais, Ouais. carrément. C'est super. Non mais attention, les verrants, c'est... Et juste avant de répondre à Guillaume, l'effet de levier, on peut parier sur les durées qu'on veut, parce que... Les conditions de payer, oui. Tu vas payer. Plus tu paries longtemps et avec du risque, plus l'argent que la banque te prête pour ton effet de levier, il est rémunéré. Dans une période où les taux d'intérêt sont élevés, cet effet de levier, tu le payes. Alors, est-ce que cet argent, il est mieux investi là qu'ailleurs? Ça, seul l'avenir peut le dire. Et en revanche, effectivement, sur la deuxième partie de sa première question, qui était de dire est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça baisse, est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre après à ce que ça remonte? Bon, c'est du backtrading, je ne sais pas, moi je suis champion de backtrading, je ne sais pas pour vous, hein, mais je suis très très fort. Voilà, faut faire attention à ça. Là aussi, on apprend malheureusement souvent en perdant de l'argent. Ok, bon. A priori, t'es pas très très chaud. Non, mais je trouve que c'est un super outil, mais il faut avoir une bonne mesure du risque et ça dépend vraiment de chacun. C'est un bon outil, par exemple, pour faire de la couverture. Tu vas avoir une position, tu peux pas en sortir parce que fiscalement, tu dois la garder, ou tu pars en vacances et tu as peur que Trump dise n'importe quoi pendant le mois d'août, donc tu vas acheter des puts sur le CAC 40 pour prévenir, pour compenser l'éventuelle baisse de ton portefeuille. Donc oui, c'est un outil qui est utilisé au niveau professionnel. C'est énorme les volumes qui sont échangés dans les produits à effet de levier. Mais voilà, pour les particuliers, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui assimilent ça à du pari. Céline. Je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, le gagnant, c'est la banque qui va vous permettre de jouer, voilà, au casino. Donc il faut quand même faire attention. Et je ne pense pas que ce soit des produits qui soient destinés à des particuliers qui ne se rendent pas compte, effectivement, de la prise de risque qu'ils vont prendre, parce qu'on n'a jamais la certitude que l'événement auquel on a pensé va se réaliser. Alors, après, Donc on risque de perdre l'intégralité du capital qu'on avait investi dessus. très clair. Après, pour répondre à Guillaume, ce qu'il nous disait dans sa question, c'était, bon, évidemment, ici, on va pas dire faites de l'effet de levier, etc., parce que c'est un truc, même les professionnels se cassent les dents dessus souvent. Alors les particuliers, faut encore plus éviter, évidemment, si c'est pas votre métier. Mais ce que nous dit Guillaume, c'est par exemple, voilà, il avait l'air presque d'être persuadé de se dire, bah, si jamais tel ETF monte, ou par exemple si on est persuadé que dans je sais pas moi, dans les je sais pas si on peut aller jusqu'à des durées comme ça, mais si on est persuadé, on parlait tout à l'heure du CAC 40 ou des valeurs européennes de manière globale, est-ce que si on est persuadé que dans les 1 an le marché va monter, est-ce que c'est une énorme bêtise de se dire, encore une fois ça dépend des cas, mais est-ce que pour vous, avec votre expérience tous les deux, est-ce que c'est un truc qui peut se jouer entre guillemets, ou alors vous dites mais quoi qu'il arrive on sait vraiment jamais. Là, même si vous nous dites, bon, a priori, la croissance côté bourse, ETF et tout, c'est moins du côté des US dans les prochains mois. C'est peut-être plus du côté de l'Europe. Et encore une fois, c'est des si, attention, on ne sait pas. Même en sachant ça, vous ne dites pas, bah, est-ce qu'il n'y a pas un pari à faire, entre guillemets? On a la question cache un peu en avance. Mais... Ouais. Mais quoi qu'il arrive, on ne sait jamais. Quoi qu'il arrive, on ne sait jamais ce qui va se passer. Maintenant, il faut aussi savoir aller avec ses convictions. S'il est intimement persuadé sur la base d'éléments tangibles qu'il va se passer ça, oui, vas-y. Encore une fois, je suis pas là, on n'est pas là pour juger du bien fondé de sa conviction. Oui, vas-y. Est-ce que moi, je ferais la même chose ?
peut-être je le ferai un peu différemment compte tenu de mon expérience, mais et c'est pas pour autant que j'aurai raison. Donc oui, si tu es convaincu que c'est sûr il va se passer ça et qu'une fois qu'on t'a prévenu qu'il y avait du risque, tu veux quand même le faire, vas-y, hein, tout le monde est responsable. Et ok, intéressante quand même l'analogie avec le casino, où en fait un petit peu, c'est un peu la banque, ce serait le casino, et nous on serait un petit peu les joueurs, et en général, statistiquement, c'est quand même souvent le casino qui gagne. Voilà. Enfin, pas souvent, même tout le temps, sur le long terme. Et investir, c'est quand même un métier et c'est difficile. Et penser que, sauf si on a des informations de marché que personne n'a, ce qui normalement est interdit, on risque de... La probabilité qu'on soit du bon côté, elle est aussi importante que la probabilité d'être du mauvais côté. Donc voilà. C'est le dernier exemple en date de ça, et je fais très vite, hein, mais c'est Trump annonce les tarifs, le marché cave. Comme on pouvait s'y attendre, les investisseurs investissent massivement dans des puts. Okay. Il y a une première rumeur du fait qu'il va y avoir une pause de 90 jours sur les tarifs qui est publiée sur X et qui reste 30 minutes, qui est immédiatement démentie par la Maison-Blanche. Et le lendemain, les personnes qui avaient encore des puts, au moment où effectivement cette pause de 90 jours est annoncée, le marché reprend 10%, tous les shorts se sont fait presser comme des citrons, ils ont perdu des fortunes. Donc il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui savaient que ça allait être mis en pause, et voilà, beaucoup de volume échangé à ce moment-là, mais tous ceux qui étaient persuadés que ça allait baisser, parce que oui, c'est raisonnable de se dire que les marchés vont caver, vu que les tarifs c'est une catastrophe, ils se sont fait squeezer. Donc il faut vraiment prendre ça avec beaucoup d'humilité. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des discussions et des débats sur le fait qu'il n'y ait pas des informations non... Enfin, il y a eu un petit peu d'informations non communiquées. On ne sait pas. Oui, alors, il y a eu du jeu, il y a eu du jeu avec des informations. Oui, donc, oui, tout ça, en plus, c'est assez clair. Au vu et au su de tout le monde. Mais normalement, tout ça ne devrait pas arriver. Donc, on ne devrait pas avoir d'informations cachées qui permettent à certains de prendre des positions contre d'autres. Mais voilà. Donc, faire attention. Je suis très embêté parce que j'allais vous demander une réponse simple à une question compliquée. On va essayer de le faire quand même s'il nous aurait fallu plus de temps. La dernière question de Guillaume, c'était de se dire, est-ce qu'il va y avoir une décroissance mondiale à venir, comme le pensent certains économistes, ingénieurs comme Jean-Marc Jancovici. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous croyez au fait qu'il y ait une décroissance mondiale qui arrive bientôt ? Alors moi, je dirais non. Non. Je pense pas du tout. Je pense que c'est pas possible parce que on est dans des pays dans lesquels la population n'est pas prête à la décroissance. Et on est addict à la croissance. On l'a vu dès qu'il y a un choc, 2020, 2022, 2008, on s'attend à ce qu'on nous donne des sous. Donc on s'est habitué à de l'argent magique qui nous est donné par différents canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera très difficile pour un politique, s'il veut être élu dans des pays démocratiques, de dire « Ah bah avec moi, ce sera la décroissance et vous ne pourrez pas consommer ». Donc je n'y crois pas, même si effectivement, ça serait peut-être quelque chose de salutaire pour la planète. Je pense qu'à l'inverse, on est en train d'entrer dans une phase où on va avoir, on parlait tout à l'heure de l'inflation aux États-Unis, on risque d'avoir plus d'argent encore qui va être injecté de la part des banques centrales pour faire plaisir aux uns et aux autres et pour empêcher toute crise, parce que je crois qu'on est dans des environnements dans lesquels on n'accepte plus qu'il y ait une crise. Donc s'il n'y a pas de crise, ça veut dire que la machine s'emballe. Voilà. Non seulement tu n'y crois pas, mais tu penses même que ça peut s'amplifier, que la croissance le s'amplifie. Oui. Thomas. Qu'elle serait sponsorisée, moi, ça dépend. Ça dépend parce que pour moi, ce sera fonction de la démographie. Si on parle de croissance au niveau mondial, ce sera forcément en fonction du nombre d'habitants sur la planète. Je pense pas, comme Céline, je pense pas que du jour au lendemain, les gens renoncent à leur téléphone portable, à l'air conditionné et à voyager. Il faudra une volonté politique et ça se fera peut-être avec de la résistance. La condition de la décroissance, c'est une baisse de la démographie. Là, peut-être, oui, au global, du coup, on aura une baisse des impacts. Et après, on a la question du PIB par habitant dans les pays émergents. Parce que nous, on a tous une douche et un téléphone et on va dire aux 1,6 milliard d'Indiens, alors vous, par contre, c'est pas de douche, pas de téléphone. Non, c'est pas possible, les gars, parce que donc, vous comprenez, nous, on a déjà tout pompé, donc vous, c'est mort. Bon, donc Céline, en gros, donc, pour toi, à ce stade, tu n'y crois pas. Non. Et Thomas, obsédé par les produits structurés, mais une condition.
Si, mais peut-être. Ça dépend, ça dépasse. Ok, très clair. Bon, on va passer tout de suite aux questions cash. Alors, c'est très simple. On parlait de casino. Là, c'est votre instant casino. Vous avez maintenant tout de suite une somme d'argent qui n'est pas celle de vos clients, qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas un conseiller en investissement. Là, si vous aviez un actif dans lequel vous voudriez aller là, maintenant, tout de suite, sans notion de risque derrière, et je le répète, ce n'est pas un conseiller en investissement, dans quoi iriez-vous, Céline ? Alors, pour un horizon de temps de... Là, il n'y a pas d'horizon de temps. Là, c'est Ok. vraiment ton truc casino. Ça peut être long terme ou court terme, mais c'est un truc risqué, ton petit truc interdit. Ok, Quoi, alors voilà. les mines d'or. Ok. Mine d'or, complètement décotée par rapport au prix de l'or. L'or, on en parle beaucoup. On a dépassé les 3000 $ l'once. En même temps, les minières n'ont pas progressé au même rythme que la progression du cours de l'or. Et les mines d'or génèrent beaucoup d'argent parce qu'elles produisent à peu près à 1400, 1500 $ l'once. Donc, quand on produit à 1500 et qu'on vend à 3000, bah, ça fait beaucoup d'argent qui est généré pour l'entreprise. Donc, à mon sens, elles vont avoir des résultats spectaculaires. Ça a déjà commencé dans un environnement où, pour d'autres, on ne sait pas très bien comment vont se comporter les profits. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises positives de ce côté-là. Et historiquement, les mines d'or, on peut faire x5, x6, x7. On parlait tout à l'heure de levier. On n'a peut-être pas besoin d'en prendre. Vous prenez juste des minières toutes seules, toutes simples, sans levier. Normalement, on peut faire beaucoup d'argent dessus. Mais du coup, tu prendrais les minières US ou les minières canadiennes ? Moi, je prends un tracker minière. Ah, Voilà. ok. Tracker minière. Ok, très clair. Thomas, Euh, même question. Ouais, vraiment le pari, j'irai acheter une action chinoise, je pense. Parce que j'en ai jamais acheté. Non, mais vraiment, j'irai acheter une action du groupe Alibaba, genre Alibaba Santé, un truc comme ça. Ok. Marché émergent. Parce que non, mais c'est vraiment la pièce en l'air, marché Ouais, émergent. mais très bien, Tiens, si c'est l'année de la Chine, ou si ça se met d'un seul coup, est-ce que ça pourrait faire x5 Peut-être. On verra, vous reviendrez. On verra, on en parlera. Deuxième question cash. Là, c'est horizon 10 ans. Vous êtes sur une... Voilà, il ne savait pas s'il appuyait. Vas-y, appuie. Voilà. Là, vous êtes sur une île déserte. Vous enterrez un coffre dans le sable. Ce coffre, vous viendrez le déterrer dans 10 ans. Mais vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, au pluriel, si vous voulez, vous mettez à l'intérieur, Céline ? Pour rester sur mathématiques, je mets de l'or. Tu mets de l'or, ok. Ouais. Voilà. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, le fait qu'on est dans un monde dans lequel, à mon sens, on va imprimer plus d'argent, défiance par rapport à la valeur du papier-monnaie. Si je ferme les yeux pendant 10 ans, j'ai la certitude, à mon sens, de retrouver mon capital en ayant mis mon or dans un coffre. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un réflexe de vieux père de famille qu'on avait un peu perdu, parce que pareil, l'or, dans une allocation de portefeuille en 80, c'était 30%. Je crois qu'aujourd'hui, ouais. c'est 1%. Mais on a vécu 40 ans de baisse des taux d'intérêt, donc voilà. On a pris d'autres habitudes. Mais dans un environnement différent, je pense qu'il faut retourner sur cet actif de nos grands-parents. Très cohérent, en tout cas. La Céline, full or. Voilà. Thomas, pour finir. Alors moi, je vais mettre 2 actifs. Je vais d'abord mettre une bouteille de vin. Ok. Parce que je serais bien content de la retrouver dans 10 ans, Ouais. surtout si je me suis planté. Et avec, je vais mettre un produit structuré. Ok. Je vais mettre un produit structuré pour aller chercher quelque chose comme 10% par an avec de la protection. On verra le moment, mais là, la vol étant à 25, je vends de la vol maintenant. Et je pense que dans 10 ans, je serai très content d'avoir aujourd'hui vendu de la vol. Ok, très clair. Ok. Bon, très bien. C'est cool. Là, on a pas mal de choses en plus différentes. Donc, c'est très sympa. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Céline Pickmal-Pran, donc présidente et fondatrice de Pickmal Houghton Investment. Je l'ai bien dit ? Ça va ? Parfait, c'est ça ? très bien. Ok, super. Merci beaucoup. Thomas Fonsgrive, merci beaucoup. Thomas, Merci, directeur Amaury. général et fondateur du coup de Marini Capital, si les produits structurés vous intéressent. Merci de nous avoir suivis. Posez vos questions pour les prochaines émissions. La semaine prochaine, on parlera d'immobilier. Alors, si vous avez des questions sur l'immobilier, vous nous écrivez. Rappel, lien WhatsApp qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale. Ou alors, vous nous écrivez au 07 49 76 11 67. Prenez soin de vous et de votre argent et à très vite.